Bien, je peux... Voilà, ça y est, la liaison est établie, nous pouvons démarrer. Alors, nous allons démarrer cette Assemblée générale mixte. Je me présente, Michel Dancoine, président du Conseil de surveillance, et à ce titre, je présiderai cette Assemblée. Alors, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en présentiel face à moi. Notre dernière Assemblée générale s'était déroulée à huis clos. Je suis ravi effectivement de pouvoir vous rencontrer à nouveau et de pouvoir échanger avec vous tout au long de cette Assemblée générale. Alors, j'accueille tout aussi chaleureusement nos actionnaires qui sont à distance et qui participeront par visioconférence à cette Assemblée générale. En effet, nous avons souhaité, dans cette période troublée, mettre en place le maximum de moyens pour échanger avec nos actionnaires et pour maintenir le dialogue actionnarial. Et c'est pourquoi nous avons mis une Assemblée générale en mode hybride, en associant présentiel et visioconférence, et en laissant le choix à nos actionnaires du mode de participation. Donc un certain nombre ont choisi d'être ici présents, d'autres sont à distance, et je les salue tout autant, et je vous remercie de votre présence. Alors tout à l'heure, les actionnaires qui sont présents dans cette salle pourront voter à l'aide du boîtier qui leur a été remis. Et les actionnaires en visioconférence ont pu voter jusqu'à hier, soit par courrier, soit par Internet, par le système Vote Access. Et puis ensuite, après les différents exposés, nous laissons libre cours aux questions, avec des questions qui viendront tout autant de la salle, en vous transmettant un micro vous permettant de poser vos questions. Et puis nous répondrons également aux questions qui pourront être posées à distance en utilisant le système de lever la main au niveau de la solution Internet. Enfin, dernier point, pour je dirais, mettre à disposition de nos actionnaires le maximum de moyens permettant de participer à l'Assemblée générale. Cette Assemblée est enregistrée et donc vous pourrez y avoir aussi accès en différé ensuite sur notre site Internet. Donc je précise tout d'abord que toutes les modalités légales qui doivent être respectées concernant cette Assemblée l'ont été, notamment en ce qui concerne les convocations et l'enregistrement des actionnaires, et en particulier, mais je ne les ai pas vus, mais je vais dire ce que j'ai prévu de dire, et ils vont effectivement certainement réagir, mais les masques ne facilitent pas toujours le fait de reconnaître les personnes. Donc les commissaires aux comptes de la société, le cabinet Acanexia, représenté par Madame Sandrine Gimat, est présent. Et effectivement, et le cabinet Mazars, représenté par Monsieur Bruno Pouget, sont tous deux présents et ils interviendront tout à l'heure pour la présentation de leur rapport. Par ailleurs, donc, le comité social et économique de Wavestone est également représenté par Madame Sophie Farina, qui participe à distance à cette assemblée. Et enfin, il y a un fonds, un FCPE Wavestone Action, dont le président est également participe à distance à cette assemblée. Alors, les documents qui sont à mettre pour terminer sur les dispositifs à respecter légalement, donc les documents qui sont à mettre à disposition de nos actionnaires sont effectivement en bas de cette estrade sur la table, et vous pouvez consulter dans cette salle les documents qui sont mis à votre disposition. Enfin, il y a le document d'enregistrement universel qui peut être consulté sur notre site Internet. Je sais qu'il y a aussi des exemplaires, il y en a un notamment là, qui sont mis à disposition pour que vous puissiez effectivement les consulter.
Alors nous allons procéder à la constitution du bureau et à la vérification du quorum. J'ai donc la feuille de présence qui m'a été remise. C'est effectivement un constat qui va s'affiner jusqu'au moment des votes, hein, donc il peut encore évoluer. Donc ce que l'on constate effectivement, c'est qu'il y a au niveau des votes, au niveau des présents, pardon, pour le quorum, 361 actionnaires présents ou représentés, qui représentent 16 467 582 titres, soit un quorum qui est atteint, puisqu'on a donc un niveau de participation de plus de 82%. Donc du coup, il n'y a pas de... Même si les choses évoluent jusqu'au moment des votes, je ne pense pas qu'on changera ce constat très fortement au niveau du quorum. Donc l'Assemblée peut tout à fait se tenir. Je rappelle qu'en ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire, donc le quorum, c'est 20%, et en ce qui concerne l'Assemblée générale extraordinaire, le quorum est de 25%. Donc nous sommes très largement au-delà de ces chiffres. Alors, pour constituer le bureau, le quorum ayant été constaté atteint, nous allons tout d'abord demander à deux scrutataires qui sont les actionnaires les plus importants présents dans cette salle de constituer le binôme des scrutateurs. Donc, tout d'abord, M. Pascal Imbert, président du directoire, Monsieur Patrick Regueillan à l'autre bout de la table, qui est membre du directoire et directeur général, qui donc constitueront le bureau. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de désigner Maître Olivia Guéguen, conseil de la société, comme secrétaire de séance. Voilà, donc effectivement, il y a eu toutes les formalités pour la vérification de l'émargement de la feuille de présence et la consolidation du quorum, je viens de le présenter. Enfin, avant de rentrer dans la partie des exposés, je précise enfin que le comité social et économique n'a pas formulé d'observation à transmettre à votre Assemblée. Et enfin, je salue et remercie les membres du Conseil qui assistent à cette Assemblée générale et qui sont dans cette salle. Alors, nous allons donc intervenir en deux temps. Donc, dans la première partie de cette Assemblée générale, il y a donc toute une partie d'exposés. Tout d'abord, Pascal Imbert, Patrick Regueillan et Tiffany Bordier, directrice financière, présenteront les faits marquants de l'exercice écoulé et une analyse des résultats. Ils interviendront également pour présenter les perspectives d'avenir. Et ensuite, je reprendrai la parole pour présenter le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Je passerai ensuite la parole au commissaire aux comptes pour la lecture de leur rapport. Ensuite, après cette première partie d'exposé, nous aurons une deuxième partie avec tout d'abord la session des questions-réponses, comme je l'ai dit, à la fois dans cette salle et par ailleurs par Internet. Ensuite, il sera procédé au vote des résolutions. Donc, je passe la parole, effectivement, je crois que c'est Pascal qui démarre. Je passe la parole à Pascal pour présenter les résultats de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Monsieur le Président Michel, merci. Et donc, je vous propose effectivement d'écouter une synthèse du rapport du directoire. Et peut-être en introduction de ce rapport, un petit rappel de la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone, vous le savez, est un cabinet de conseil indépendant, un pure player sur le marché du conseil, qui possède des singularités fortes sur ce marché, des singularités qui l'amènent au-delà des compétences traditionnelles de conseil en organisation, conseil en management que possèdent tous les cabinets
de la place, Wavestone dispose, de par son historique, de compétences extrêmement pointues, profondes dans le domaine des technologies, du digital, de la cybersécurité, des compétences qui lui donnent une pertinence particulière vis-à-vis des enjeux les plus actuels des clients que nous servons. La promesse de Wavestone, au-delà de cette palette de compétences, c'est de savoir conjuguer sans couture toutes ces disciplines pour apporter la meilleure réponse aux besoins de transformation des entreprises, des transformations qui intègrent le plus souvent des facettes à la fois organisationnelles, métiers et technologiques. Wavestone conseille des grandes entreprises. Je vais demander à Cyril d'arrêter de m'interrompre. Et donc, je reprends l'exposé. Wavestone conseille des grandes entreprises, souvent leaders dans leur secteur, avec l'ambition de les guider et de les accompagner dans leurs transformations les plus stratégiques et les plus critiques. Wavestone compte près de 3500 collaborateurs répartis dans 8 pays, une force de frappe qui nous place parmi les cabinets de conseil les plus importants en Europe et dans les tout premiers en France. La répartition du chiffre d'affaires de Wavestone par secteur d'activité économique, ainsi que la liste des 20 premiers clients du cabinet sur l'exercice 2020-2021 apparaît sur le slide qui vous est affiché. Ce top 20 de nos clients a été un petit peu chahuté dans le courant de l'année 2020 du fait de la crise qui a touché de manière différenciée nos clients et les différents secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons intervenir. Pour autant, ce top 20 est très représentatif du portefeuille client de Wavestone, un portefeuille de grands comptes, de très grands comptes, diversifié tant en termes de clients qu'en termes de secteur économique. Voilà, ce petit rappel étant posé, sans plus tarder, je laisse la parole à Patrick Irigoyen, qui va commenter les faits marquants de l'exercice 2020-2021. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 417,6 millions d'euros, soit un repli très limité de 1% par rapport à l'année précédente, un repli identique à périmètre échange constant, c'est-à-dire hors W Group, qui, je vous le rappelle, est consolidé depuis le 1er août 2019. Ce résultat est supérieur à l'objectif que nous nous étions fixé pour l'année, que nous avions relevé en janvier dernier à 410 millions d'euros. Pour mémoire, notre début d'exercice avait été extrêmement perturbé par le début de la crise Covid, fin mars 2020, avec une baisse d'activité immédiate de près de 20%, entraînant une décroissance de moins 10 et moins 4% sur les 2 premiers trimestres à périmètre échange constant. À partir de septembre, l'intensité commerciale déployée par le cabinet, conjuguée à la relative amélioration du marché, nous a permis d'inverser la tendance et de renouer avec la croissance, une croissance à périmètre échange constant de 3% au 3e trimestre et de 7% au 4e trimestre. Au final, ce repli limité de notre activité témoigne de la belle performance de Wavestone au cours de l'année, à comparer à un marché du conseil qui a reculé d'environ 13% à l'échelle mondiale. Alors, je vous propose de regarder l'évolution de l'activité de Wavestone au sein des principaux secteurs. Pascal l'évoquait tout à l'heure, des secteurs qui ont été un petit peu chahutés cette année. Dans ce marché du conseil sous pression, nous observons d'abord des secteurs où la décroissance a été nette. Il s'agit du secteur du transport et voyage, en baisse de 18%, des services, en baisse de 15%, et dans une moindre mesure, les biens de consommation, en baisse de 7%. Ces secteurs ont été les plus touchés par les conséquences de la crise au cours de l'année 2020, confinements successifs, fermeture des frontières, fermeture des commerces ou encore baisse de la consommation. Ensuite, le secteur financier, celui-ci a connu une faible baisse de 2% sur notre exercice, mais avec un contraste assez marqué entre la banque, en recul de 15%, et l'assurance, qui a connu un fort développement avec 37% de croissance sur cet exercice. On peut noter qu'en fin d'exercice, le secteur bancaire a pour autant donné quelques signes encourageants. Enfin, 3 secteurs qui nous ont permis de résister à la baisse de la demande. Le secteur énergie et utilities, tout d'abord, avec une belle croissance de 21%, portée en particulier par les entreprises Total et Engie. Dans une moindre mesure, le secteur public, qui augmente pour sa part de 4%, et l'industrie de 3%, en particulier grâce à l'industrie pharmaceutique et malgré des difficultés rencontrées par certains sous-segments comme l'automobile. En synthèse, je dirais que Wavestone a dû et a su se déplacer pendant l'année vers les secteurs et les comptes les plus résilients.
Alors si on examine maintenant l'exercice sous l'angle de nos indicateurs, nos très bonnes prises de commandes réalisées depuis l'été 2020 nous ont permis de faire remonter notre taux d'activité trimestre après trimestre pour atteindre 75% au cours du 4e trimestre et au final constater un taux d'activité de 71% sur l'ensemble de l'année, niveau identique à celui de l'exercice précédent. En ce qui concerne les prix, ils se sont stabilisés au 4e trimestre. Sur l'ensemble de l'année, le taux journalier moyen s'est établi à 842 € contre 878 un an plus tôt, soit un repli de moins 4% conforme à nos anticipations en début d'année. Fort des bonnes prises de commandes réalisées sur le 2e semestre de l'exercice et du haut niveau d'investissement commercial que nous avons déployé tout au long de l'année, le carnet de commandes s'est établi pour sa part à 4,1 mois en fin d'exercice contre 3,5 mois au 31 mars 2020. Concernant les effectifs, au cours du premier semestre, marqué par le premier confinement, nous avons pris la décision de geler les recrutements, une période pendant laquelle, je vous le rappelle, nous n'avons pris aucune mesure d'ajustement de nos effectifs. À partir de fin septembre 2020, nous avons relancé progressivement les embauches. Cette relance a été réussie avec près de 450 recrutements réalisés sur l'ensemble de l'année. Le turnover, quant à lui, s'est établi à 11% au 31 mars 2021, contre 14% l'année dernière à la même date. Et au final, l'effectif de Wavestone s'élevait au 31 mars 2021 à 3 453 collaborateurs, contre 3 498 un an plus tôt. Le repli de nos effectifs s'est donc finalement limité à 1% sur l'ensemble de l'année. Pour terminer, je parle un petit peu de la RSE, une année qui, malgré le contexte difficile en 2020, l'année 2021 a été assez riche en actualité sur le plan de la RSE. D'abord avec nos clients. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre politique de satisfaction client et notre Net Promoter Score a progressé pour s'établir à la fin de l'exercice à 54,2. Tout au long de l'exercice, nos clients ont particulièrement apprécié, je pense, notre capacité d'adaptation et la constance dans la qualité de nos prestations. Nous avons également fortement développé notre investissement dans le mécénat de compétences, en y consacrant environ 6 000 jours hommes, soit près de 0,8% du temps du cabinet sur l'exercice. Autre fait marquant à retenir, c'est notre gestion de la crise sanitaire. Le cabinet agit de la manière la plus responsable possible envers ses collaborateurs, comme vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Parmi ces actions, notons que le projet de remboursement des indemnités perçues au titre de l'activité partielle, soumis à l'approbation de cette Assemblée générale. Enfin, de manière plus symbolique, nous avons concrétisé la mise en œuvre de critères ESG dans notre contrat de financement. Il porte sur les axes de progrès pour Wavestone, le conseil responsable, l'égalité professionnelle et le handicap, ou encore l'environnement. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Tiffany. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez de le voir, sur l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est inscrit en recul limité de moins 1%. En termes de rentabilité, Wavestone a réalisé un résultat opérationnel courant de 53,3 millions d'euros, en légère décroissance de 4% par rapport à l'exercice précédent. Il a été porté par le plan de performance qui a permis de générer sur l'ensemble de l'exercice 19,5 millions d'euros d'économies. Ce résultat opérationnel courant tient également compte de la provision concernant le projet de remboursement des indemnités perçues dans le cadre de l'activité partielle à hauteur de 3,2 millions d'euros. Ainsi, alors que le contexte de marché du conseil a été difficile, comme vient de l'expliquer Patrick, notre marge opérationnelle courante s'est vraiment montrée très résiliente et s'est élevée à 12,8% contre 13,2% l'an dernier. Cette marge est donc largement conforme à l'objectif que nous nous étions fixé d'avoir une marge opérationnelle courante à 2 chiffres. Le projet Smart Working at Wavestone, visant à réinventer l'organisation du travail au sein du cabinet, a entraîné la comptabilisation de 8,3 millions d'euros de provisions et dépréciations dans la ligne autres produits et charges opérationnelles sur l'exercice. Je précise que sur ce montant, seuls 5,3 millions d'euros correspondent à des décaissements à venir qui seront à réaliser sur les exercices à venir. Après prise en compte de ces éléments, ainsi que de l'amortissement de la relation clientèle, le résultat opérationnel s'est établi à 43,3 millions d'euros sur l'exercice, en recul de moins 19% par rapport à l'an dernier. La renégociation de notre contrat de financement en mars 2020 et notre désendettement
nous ont permis de diviser par 2 le coût de l'endettement financier net à 1,1 million d'euros. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à moins 1,5 million d'euros et intègrent les effets de change et coûts des instruments de couverture. Au final, après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net part du groupe s'est élevé à 25,4 millions d'euros, en repli de 19%, soit un repli identique à celui du résultat opérationnel. La marge nette s'est ainsi établie à 6,1% au 31 mars 2021, contre 7,4% un an plus tôt. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres progressent de 29 millions d'euros pour s'établir à 206,1 millions d'euros au 31 mars 2021. Les écarts d'acquisition ont diminué de 4,5 millions d'euros, faisant notamment suite au deuxième complément de prix de W Group, au déprovisionnement du deuxième complément de prix W Group pour 3 millions d'euros. L'activité a généré sur l'exercice un montant record de 70,8 millions d'euros de cash contre 55 millions d'euros un an plus tôt, suite à l'optimisation du besoin en fonds de roulement. En effet, la variation du besoin en fonds de roulement a généré près de 21 millions d'euros de cash grâce à la bonne tenue du poste client et à l'augmentation des dettes fiscales et sociales. Conséquence de cette forte génération de cash flow, la trésorerie nette s'élève à 31,8 millions d'euros à l'issue de l'exercice, contre un endettement financier net de 29,1 millions d'euros à fin mars 2020. Je vous rappelle par ailleurs que nous n'avons pas souscrit de prêts garantis par l'État pour faire face à l'épidémie et que nous ne mobilisons pas nos créances. Par ailleurs, dernier commentaire pour ce slide, je vous confirme que nous continuons à respecter sans problème notre covenant bancaire. En ce qui concerne le capital de Wavestone, 55,2% du capital est détenu par les fondateurs et mandataires sociaux. Le flottant représente un peu plus de 35% du capital, dont 3/4 sont détenus par des fonds institutionnels, français ou internationaux, et 1/4 par des actionnaires individuels. Les salariés du cabinet détiennent quant à eux 8,1% du capital. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par les actions autodétenues. Après avoir interrompu notre politique de distribution de dividendes l'an dernier, le directoire et le conseil de surveillance de Wavestone proposeront lors de cette assemblée générale le versement d'un dividende de 0,23 € par action au titre de l'exercice 2020-2021. Ce dividende par action est identique à celui qui a été versé en 2019 et représente un taux de distribution de 18% du résultat net part du groupe, taux qui est un peu supérieur à notre politique historique de distribuer 15% du résultat net. Pour finir sur cette partie financière, vous pouvez voir que le titre Wavestone progresse de 146% depuis avril 2020. Le rebond du titre Wavestone a commencé en septembre pour ensuite s'accélérer en début d'année civile 2021. Le titre affiche ainsi une nette surperformance par rapport à son indice de référence, le CAC Mid & Small, qui lui a augmenté sur la même période de 58%. La liquidité moyenne quotidienne du titre sur Euronext s'établit à 303 000 € depuis janvier 2021. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Tiffany. Et donc je vous propose maintenant d'en venir à notre actualité récente et à nos perspectives. Notre actualité récente, donc, c'est le démarrage de l'exercice 2021-2022 depuis le 1er avril. Un démarrage qui s'effectue sous de bons auspices, avec une orientation de l'activité de Wavestone qui est positive dans la lignée de ce qui s'était passé dans les derniers mois de l'exercice 2020-2021, ce qui renforce notre confiance pour l'année à venir. Cet environnement plus positif résulte tout d'abord et avant tout de la multiplication de grands projets de transformation lancés par nos clients. Des projets dont les moteurs sont l'accélération de la transition digitale sous l'effet de la crise, la multiplication des opérations de fusion-acquisition ou de carve-out chez nos clients, des opérations qui sont fortement génératrices de conseils, et la recherche d'efficacité opérationnelle pour remonter des marges bénéficiaires qui ont été parfois mises à mal en 2020. Dans ce marché plus positif, la priorité redevient la croissance et fort logiquement, recrutement et turnover reviennent au premier plan de nos préoccupations. En termes de recrutement, nous nous fixons pour l'exercice un plan de marche ambitieux
avec 800 recrutements bruts sur 12 mois, contre 450 pour l'exercice 2020-2021. Un plan de marche qui est néanmoins un peu plus prudent que celui que nous avions suivi dans l'exercice pré-Covid, l'exercice 2019-2020. Ça avait été une année record durant laquelle nous avions recruté plus de 900 nouveaux collaborateurs. En ce qui concerne les départs, nous anticipons une hausse sensible de notre taux de turnover après le point bas de 11% enregistré en 2020-2021. Notre ambition reste de contenir notre turnover aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice. Enfin, en matière d'indicateurs opérationnels, nous nous fixons l'objectif de stabiliser notre prix de vente moyen en l'établissant sur l'exercice au même niveau qu'en 2020-2021. Tandis que sur le plan de l'utilisation de nos équipes, nous entendons pérenniser le bon niveau des derniers trimestres en inscrivant notre taux d'activité sur l'ensemble de l'année aux alentours de 15%, de 75%. Parce que 15%, ça serait vraiment extrêmement bas. Donc je vous rassure, effectivement, notre objectif se situe aux alentours de 75%. Nous avons publié hier soir notre chiffre d'affaires et nos indicateurs du premier trimestre de l'exercice 2021-2022, donc pour la période de avril à juin 2021. Et ces résultats confirment ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le retour à la croissance avec une accélération de la croissance par rapport au mois précédent. En effet, sur les 3 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 115,2 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 22% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Et à périmètre échange constant, donc notamment hors Everest Group Consulting, la croissance s'est établie à 21%. Alors il faut toutefois rappeler que nous bénéficions pour ce trimestre d'un effet de base favorable. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice dernier avait reculé de 10% à périmètre échange constant. C'était le tout début de la crise Covid et donc avec un chiffre d'affaires qui avait été impacté de manière conséquente. Un effet de base favorable auquel s'ajoute un effet jour positif sur le trimestre qui vient de s'écouler à hauteur de 3%. Si nous en venons à nos indicateurs opérationnels sur le trimestre, vous pouvez voir que notre taux d'activité a été solide. Il a, à vrai dire, progressé par rapport au trimestre précédent. Il s'est établi à 78%, contre, je vous le rappelle, donc un niveau de l'ordre de 75% en moyenne visé sur l'ensemble de l'année. Les prix de vente sont restés stables à 842 €, soit exactement le niveau constaté au cours de l'exercice précédent. Et il est à noter que l'intégration sur 2 mois de la practice conseil d'Everest Group a contribué un petit peu au maintien de ce niveau de prix de vente. La contribution d'Everest Group donc, a permis de rehausser ce prix de vente de 3 € sur le trimestre qui vient de s'écouler. Autre satisfaction du trimestre, notre carnet de commandes poursuit sa progression sous l'effet d'une activité commerciale soutenue et il s'établit à 4,3 mois à fin juin 2021 contre 4,1 mois au 31 mars 2021. Sur le plan de nos effectifs, à fin juin, notre plan de recrutement est en ligne avec notre objectif qui, je vous le rappelle, je le disais il y a quelques minutes, vise plus de 800 recrutements bruts sur l'ensemble de l'exercice. Le turnover sur 12 mois glissants, toujours à fin juin, augmente pour sa part. Il s'établit à 13% contre 11% sur l'ensemble de l'année précédente. Donc c'est une remontée que nous avions anticipée compte tenu du retour à un contexte de marché beaucoup plus porteur. Notre objectif de contenir ce taux aux alentours de 15% sur l'ensemble de l'exercice pourrait toutefois s'avérer un peu plus délicat qu'escompté initialement. La tension revient assez vite sur le plan des ressources humaines et donc nous maintenons notre objectif de contenir le niveau de turnover aux alentours de 15%, mais ça devient un petit peu plus challenging. Au total, au 30 juin 2021, Wavestone comptait 3 437 collaborateurs contre 3 453 3 mois plus tôt, au 31 mars 2021. Une des actualités marquantes du trimestre, ça a été l'acquisition en mai dernier de la practice conseil d'Everest Group aux États-Unis. Everest Group est un cabinet d'études de marché basé à Dallas, un petit Gartner, dont la spécialité est l'étude du marché et des acteurs des services
de ce qu'on appelle les professional services, c'est-à-dire tous les services IT et les services qui consistent à faire de l'outsourcing pour le compte de grandes entreprises. Nous avons acquis au sein de ce cabinet la practice conseil, une practice dont le métier est de conseiller les grandes entreprises aux États-Unis, les grandes entreprises du Fortune 500, sur leurs défis en matière de sourcing IT et d'externalisation des processus métiers. Cette practice compte une vingtaine de collaborateurs. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions de dollars en moyenne sur les 3 dernières années. Nous avons acquis l'ensemble des actifs de cette practice auprès d'Everest Group. Le prix d'acquisition s'élève à 10,1 millions de dollars, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 5,1 millions de dollars en fonction des revenus de la practice sur l'exercice 2021-2022. Cette practice conseil d'Everest Group est intégrée au compte consolidé de Wavestone depuis le 1er mai 2021. C'est une acquisition qui vient renforcer la position de Wavestone aux États-Unis. Ce marché américain est, comme vous le savez, prioritaire dans notre stratégie de développement international. Avec maintenant 2 mois de recul, même si le chiffre d'affaires réalisé sur les mois de mai et juin est en dessous du plan de marche que nous étions fixés au moment de l'intégration d'Everest Group Consulting, pour autant cette intégration est en bonne voie, elle se déroule très rapidement et je dirais que nous sommes optimistes pour la suite de l'exercice. Début juin, lors de la publication de nos résultats 2020-2021, nous avions fixé pour l'exercice 2021-2022 un objectif de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année à 460 millions d'euros, objectif que nous avons le plaisir de confirmer aujourd'hui. Nous confirmons également l'objectif de marge opérationnelle courante, qui est un objectif de dégager une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13% sur l'exercice. Ces objectifs que je viens d'évoquer intègrent Everest Group Consulting et s'entendent à taux de change constant et hors nouvelle acquisition. Et justement, en matière de croissance externe, nous entendons bien sûr poursuivre notre politique d'acquisition en donnant toujours la priorité à des cibles situées aux États-Unis, sans nous interdire pour autant des opérations tactiques dans d'autres géographies. Enfin, je vous informe que nous avons entamé il y a quelques semaines une réflexion stratégique qui va nous conduire à présenter dans quelques mois un nouveau plan de développement pluriannuel pour Wavestone, accompagné d'objectifs chiffrés, comme nous avons l'habitude de le faire. Cette présentation donc de notre futur plan stratégique interviendra à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels le 6 décembre prochain. Et enfin, pour être complet sur ce rapport et ce commentaire sur notre actualité récente et nos perspectives, je voudrais signaler la présence dans le document d'enregistrement universel que vous pouvez consulter sur notre site internet d'informations supplémentaires auxquelles je vous invite à vous reporter, et notamment je vous invite à vous reporter aux informations mises en avant sur le slide qui s'affiche. Nous pourrons répondre à vos questions dans quelques minutes, mais pour l'instant, Monsieur le Président, cher Michel, je vous rends la parole. Merci Pascal, merci Monsieur le Président, puisque vous me donnez du Monsieur le Président. Une fois par an, on peut se donner du Président. Je retourne la formulation. Effectivement, ce n'est qu'une fois par an, mais profitons-en. Donc, merci Pascal. Alors maintenant, je vais intervenir sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise. En fait, vous avez ce document qui est dans le document d'enregistrement universel, hein, que vous pouvez trouver en page 160. Je vais très rapidement balayer quelques éléments que vous y trouverez en donnant quelques éléments d'information qui me paraissent importants. Donc il y a tout d'abord effectivement une première partie dans ce rapport qui porte sur la direction et le contrôle de la société, avec les mandats exercés par les mandataires sociaux. Vous y trouvez également la biographie des membres du conseil et du directoire, vous constaterez par ailleurs, c'est aussi dans le rapport du directoire, vous pourrez également voir la biographie
des nouveaux membres que nous proposons à l'Assemblée générale pour rejoindre notre conseil. Vous avez donc leur biographie détaillée et vous pouvez donc vous y référer avant de procéder au vote. Ensuite, vous avez le fonctionnement du conseil qui est détaillé. Donc, le conseil de surveillance s'est réuni 8 fois avec un taux de présence de 98%. Vous y trouverez donc la liste des points principaux que votre conseil a examinés. Vous avez aussi une présentation des travaux menés par le comité d'audit et le comité des rémunérations et des nominations, comité d'audit qui s'est réuni 5 fois et taux de présence 100%, comité des rémunérations qui s'est réuni 4 fois et aussi avec un taux de présence de 100%. Et vous pouvez y trouver donc les points principaux que ces deux comités ont traités tout au long de l'année. Enfin, pour clore ce chapitre sur le fonctionnement du conseil de surveillance, je rappellerai que le conseil a adopté le code Middle Next en tant que code de gouvernement d'entreprise et que le Conseil a constaté que la gouvernance qui était mise en place au sein de Wavestone respectait la totalité des recommandations de ce code de gouvernance. Vous trouverez dans ce rapport également, bien entendu, un chapitre sur la rémunération des mandataires sociaux, la synthèse de ces rémunérations sur les 3 derniers exercices, la consultation sur les éléments de rémunération versés ou dus au cours de l'exercice qui vient de se clôturer 2020-21, donc le vote C on post, on pay ex post, qui fait partie des résolutions 8 à 10. Et puis également, bien sûr, le vote C on pay ex ante, donc les résolutions qui vous sont proposées pour l'exercice qui vient de démarrer, c'est-à-dire l'exercice 2021-22, à travers les résolutions 12 à 14. Enfin, ce rapport se conclut par la procédure d'évaluation des conventions courantes et conclue à des conditions normales et le tableau des délégations en matière d'augmentation de capital. Enfin, vous trouvez en conclusion le rapport sur le gouvernement d'entreprise se conclut par les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes. Et le conseil de surveillance n'a pas d'observation à formuler sur ces éléments et en conséquence, il vous invite à suivre les recommandations du directoire en ce qui concerne le vote des résolutions. Donc voilà en ce qui concerne ce rapport sur le gouvernement d'entreprise. Et maintenant, je vais passer la parole à nos commissaires aux comptes pour la présentation de leur rapport. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apparemment c'est le cas. Merci, Monsieur le Président. Une lecture résumée d'un premier rapport, qui est notre rapport sur les comptes consolidés. J'espère que vous m'entendez. Dans ce rapport, nous avons émis une opinion sans réserve sur les comptes du groupe. Nous avons également justifié nos appréciations sur ce qu'on appelle les points clés de notre audit. Donc, c'est d'une part l'évaluation des goodwill qui sont portés à l'actif du bilan de votre groupe, et c'est d'autre part la reconnaissance du chiffre d'affaires au forfait. Nous avons également mené nos vérifications spécifiques sur les documents mis à votre disposition dans le cadre de la présente AG. Nous avons également procédé à nos autres vérifications requises par les textes légaux et réglementaires. Ces vérifications n'ont pas donné lieu à d'observations particulières de la part du Collège. J'en viens maintenant à notre rapport sur les comptes annuels du cabinet. Nous avons là encore exprimé une opinion sans réserve, sans observation aucune sur les comptes du cabinet. Nous avons justifié nos appréciations sur l'évaluation des titres de participation inscrits à l'actif du bilan, également sur le chiffre d'affaires des prestations au forfait. Et quant à nos vérifications spécifiques, elles n'ont pas non plus appelé d'observation particulière du Collège.
Sandrine, je te cède la parole maintenant pour la présentation de notre rapport spécial sur les conventions réglementées. Merci Bruno. Notre rapport spécial sur les conventions réglementées ne mentionne aucune convention nouvelle devant faire l'objet d'une approbation par cette Assemblée générale. Une convention s'est poursuivie. Elle concerne M. Irigoyen dans le cadre de son mandat au directoire et elle prévoit que ses droits soient maintenus pendant la durée de son mandat malgré la suspension de son contrat de travail. Voilà, je vous remercie. Bien, écoutez, je vous remercie pour vos interventions. Après ces exposés, nous allons rentrer maintenant dans la seconde partie de cette assemblée, avec pour commencer la session des questions-réponses. Donc en salle pour les actionnaires qui sont présents physiquement et en visioconférence pour les actionnaires connectés. Je précise tout d'abord que la société n'a pas reçu de questions écrites. Et donc, pour les actionnaires donc, présents dans la salle, merci de lever la main si vous voulez poser une question et des micros vous seront apportés. Alors, je demande, et je m'en excuse, de garder le masque, puisqu'en fait, puisque nous baladons le micro. Donc, pour poser vos questions, gardez le masque, je vous en remercie, et le micro vous sera présenté. Et pour les actionnaires connectés, je vous invite à utiliser le bouton « Lever la main » de telle façon qu'on puisse identifier que vous voulez poser une question et d'activer à ce moment-là votre micro et seulement à ce moment-là pour éviter toute interférence. Oui, une question dans la salle. La majorité de vos salariés ont télétravaillé pendant la pandémie. Est-ce que cette organisation va être pérennisée? Merci. Je prends, tu prends. Oui. Je prends. Très bien. Avec plaisir, Pascal. Très volontiers. Ok. Alors, du coup, je remets mon masque. Non, ça me fait plaisir. D'accord. C'est une question évidemment dans laquelle que nous nous posons aujourd'hui. On va pas travailler dans les années à venir comme nous avons travaillé avant la crise Covid. C'est tout l'enjeu. Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. On a évoqué le projet Smart Working. C'est tout l'enjeu de notre projet Smart Working, qui est un projet qui a pour but de repenser les modes de travail dans les années à venir avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on a lancé une expérimentation large échelle sur la durée. 12-18 mois pour essayer de réinventer ensemble les modes de travail sur plein de plans vis-à-vis de nos clients bien sûr en premier lieu, mais aussi dans le cadre de l'intégration de nos jeunes, dans le cadre de l'animation des équipes au sein de Wavestone. Donc sur tous les plans, comment on va travailler différemment en intégrant bien sûr la partie télétravail. Les objectifs sont clairement de poursuivre le champ d'attractivité et de rétention de nos collaborateurs, d'augmenter l'efficacité des opérations que nous menons et d'apporter une valeur ajoutée plus importante vis-à-vis de nos clients en tirant parti de ce que permettent ces nouveaux modes de travail, par exemple en utilisant des expertises qui sont à certains endroits pour les délivrer à d'autres endroits. Donc il y a plein de champs explorés, on démarre à peine, on va vraiment rentrer dans la phase de test à partir du moment où les mesures sanitaires seront levées, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Donc un champ exploré extrêmement large et extrêmement important pour le futur de Wavestone. Une question là-bas. Bonjour, Jean-Claude Dussault, actionnaire individuel. Justement, pour continuer sur votre projet Smart Working, comment se fait-il que si vous prévoyez de réduire de 40% la surface de vos bureaux parisiens, vous êtes conduit à provisionner 8,3 millions de charges, dont 5,3 millions de décaissements? Moi, logiquement, j'aurais pensé que moins de places, moins de loyers, moins de bureaux, moins de loyers.
C'est bien l'objectif, on est d'accord, c'est bien l'objectif de pouvoir réaliser à peu près 3 millions d'euros d'économies par an à partir de cet exercice-là. En fait, on a provisionné au 31 mars le fait qu'on n'allait pas occuper 40% de nos locaux pendant 18 mois, parce qu'on pense qu'on va avoir 18 mois pour pouvoir les céder à un autre locataire. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû constater ces charges à hauteur de ces 18 mois et les dépréciations des agencements y afférents, etc., au 31 mars. Mais par contre, il y a bien des économies qui vont être constatées dès l'exercice 21-22. Alors, question concernant le conseil de surveillance. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous présentez dans votre document d'enregistrement universel, à la page 62 et à la page 168, M. Jean-François Perret comme indépendant. Moi, il me semble que, étant donné qu'il a plus de 12 ans qu'il siège au conseil, il perd sa qualité d'indépendance. En fait, non, puisqu'en fait, c'est le Conseil qui est totalement souverain pour déterminer l'indépendance d'un membre. Monsieur Jean-François Perret, effectivement, a un mandat en cours qui se termine l'année prochaine. Et effectivement, nous considérons qu'il a toujours toute son indépendance et dont le Conseil a librement statué sur cela. Et effectivement, son mandat sera examiné de toute façon à nouveau l'année prochaine. Et d'autre part, si j'ai bien compris vos résolutions, vous nous proposez 4 nouveaux membres. Non, nous proposons 2 membres. Oui, mais et plus de salariés. Non ? Il n'y a pas des résolutions pour les administrateurs salariés ? Non, il n'y a pas. Enfin, il y a effectivement une résolution pour que ne soit présenté, mais à la prochaine Assemblée générale, un représentant des salariés actionnaires, c'est une obligation légale, et donc effectivement, il y aura présentation d'une résolution et d'un vote pour présenter ce représentant des salariés actionnaires, et l'Assemblée générale pourra voter librement sur le fait d'élire ce nouveau membre. Encore une fois, selon une disposition légale, les salariés actionnaires ayant dépassé le seuil de 3%. Et qu'en est-il des 2 personnes que vous nous proposez aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Pourquoi vous avez Parce que nous voulons, enfin, les éléments qui nous ont poussés effectivement à étoffer et à continuer à professionnaliser notre conseil sont présentés dans le document d'enregistrement universel. Donc effectivement, 2 personnes nous rejoignent pour effectivement apporter leurs compétences, je dirais notamment pour un des nouveaux membres sur tout ce qui est gestion des ressources humaines. Enfin, je cite effectivement seulement une partie des compétences, hein, mais vous pourrez les voir en détail dans le document d'enregistrement universel. Un des membres nous apportera effectivement sa forte expertise dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et l'autre personne nous apportera effectivement une vision du marché dans tout ce qui est prestations de conseil, dans des environnements fortement Internet, e-commerce, etc. Et donc, nous apportera ces compétences-là. Mais vous verrez dans le document d'enregistrement universel, c'est nettement détaillé en ce qui concerne les objectifs d'étoffer notre conseil en termes d'expertise. Absolument. Bonjour, Monsieur le Président. Roger Tran, j'ai 3 questions. Alors, la première question, j'aimerais savoir, puisque vous avez récemment signé avec la police nationale
peut-être, mais en quoi consiste votre aide? Est-ce que c'est pour attraper les, enfin plus ou moins islamiques? Et la deuxième question, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous différencie entre un consultant et puis mes partenaires, parce que vous ne nous expliquez pas tellement sur leur rôle. Est-ce qu'un partenaire est plus important qu'un consultant? Et puis la troisième question, en ce qui concerne votre acquisition en Amérique, mais qu'est-ce que vous attendez dans le futur? Mais est-ce que vous avez fait d'autres projets pour faire d'autres acquisitions en Amérique? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci de vos questions. Je te propose de peut-être répondre aux deux premières. À la première, vas-y. Oui, comme tu veux. Sur la police nationale, on va garder une certaine réserve mais sur le fond, c'est de l'échange de données. Wavestone est une entreprise qui intervient de façon très importante en cas d'attaque de grandes entreprises en gestion de crise. Et donc nous avons accès à des données qui sont de nos clients, qui sont évidemment confidentielles, mais qui nous donnent une très bonne vision de la nature de ces attaques, de la forme de ces attaques et de la façon du coup de pouvoir y remédier. La police nationale elle-même dispose évidemment de données assez importantes sur l'ensemble des actions de cette nature de la part des agresseurs numériques. Et donc l'accord consiste à échanger des informations de façon à bonifier à la fois les actions que peuvent mener la police nationale et à la fois les actions que nous pouvons mener pour aider les entreprises à remédier à ces attaques. En ce qui concerne... Vas-y. Donc la deuxième question, en fait, les partenaires sont des consultants, mais qui ont énormément d'expérience et qui, dans leur mission, vont intervenir à la fois sur des opérations vendues à des clients, mais surtout vont avoir un rôle très important pour commercialiser de nouvelles missions, pour conquérir de nouveaux clients. Et je dirais, ils allient une très forte seniorité dans leur métier du conseil à une capacité de vente et de représentation à haut niveau de Wavestone vis-à-vis des instances dirigeantes de nos clients. On a coutume de dire qu'un partenaire, en fait, est capable de représenter pleinement Wavestone auprès du comité exécutif de nos clients et d'engager Wavestone sur les opérations les plus importantes. Et enfin, en ce qui concerne votre dernière question, en ce qui concerne l'acquisition d'Everest, déjà, donc pourquoi avons-nous fait l'acquisition de ce cabinet? Pour deux raisons. Les compétences d'Everest Group Consulting sont des compétences de haut niveau sur un sujet qui est un sujet qui est très actif en ce moment sur le marché, qui est le sujet de l'outsourcing et du choix des prestataires qui vont accompagner les grandes entreprises dans la mise en œuvre de leur système d'information et surtout demain de leurs nouvelles opérations digitales. Cette activité est clé pour nos clients. Elle correspond à un des points chauds du marché en ce moment. C'est une activité que nous réalisons dans d'autres géographies, notamment en France, au Royaume-Uni, où nous conseillons nos clients également sur les mêmes sujets. Donc il y a une logique à déployer le même type de compétences aux États-Unis. La deuxième raison qui nous a attirés chez Everest Consulting, c'est la qualité du portefeuille client pour lequel travaille cette équipe. Cette équipe travaille vraiment pour les plus grandes entreprises américaines, des entreprises pour lesquelles nous ne travaillons pas aujourd'hui. Donc il y a un intérêt par ailleurs d'accès au marché qui nous a motivés dans le cadre de cette acquisition. Et enfin, oui, nous allons continuer à rechercher des acquisitions potentielles aux États-Unis, toujours autour des mêmes sujets, des petits cabinets de conseil plutôt centrés sur des sujets ayant trait au système d'information et au digital, par opposition à des sujets qui nous entraîneraient plus vers du conseil en management sur le cœur de métier de nos clients. Nous souhaitons pour l'instant plutôt développer des compétences technologiques aux États-Unis. Question complémentaire. Vous prévoyez une augmentation de votre turnover?
Peut-être un commentaire sur la question. Oui, on a un métier difficile parce que quand le business va bien, généralement la tension sur les effectifs est forte et l'inverse est également vrai. Donc nous sommes rentrés dans une période dans laquelle le business est plutôt positif, la dynamique économique est assez bonne et dans le même temps on retrouve des tensions sur le plan du recrutement. Tous les acteurs de notre marché sont repartis dans des plans de recrutement importants et donc on subit des tensions à la fois sur le recrutement mais aussi sur le turnover. Il y a bien sûr par ailleurs à prendre en compte un certain effet, on va dire un certain effet de retard, puisque le turnover dans les entreprises a été très très bas pendant l'année Covid. Donc on s'attend à ce que ces tensions sur le marché nous amènent à une remontée du turnover pour l'année 21-22. Bien sûr, on ne reste pas inactif, mais comme le disait Pascal, les 15% que nous nous sommes fixés sont sans doute plus challenging que ce qu'on pouvait imaginer il y a 3-4 mois. Donc, vous constatez des tensions au niveau des salaires? Sur les salaires, on a une tension sur les salaires d'embauche des jeunes diplômés, qui est de l'ordre de 1%, 1,5%. Et donc, on va bouger sur les salaires des jeunes diplômés à cette hauteur-là. Et au niveau des recrutements, qu'en est-il des élèves ingénieurs qui sont récemment diplômés? Parce que les conditions d'obtention des diplômes cette année et l'année dernière, si c'est comme pour le baccalauréat, je pense qu'il y a eu des cadeaux de fait. Là, je vous avouerai que je ne suis pas dans les cycles pédagogiques et donc... Bon, et pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. J'ai le droit de ne pas avoir d'avis sur ce sujet-là? Vous m'autorisez? En tout cas, on n'a pas noté on va dire, de décalage. Les gens sont diplômés assez normalement. La plupart des stages qui devaient être réalisés en entreprise pour valider les diplômes ont été faits. Donc, moi, j'ai pas noté sur les écoles qu'on adresse, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, puisque c'est principalement dans ces écoles qu'on adresse nos candidats. J'ai pas noté de retard dans le diplôme des collaborateurs qui pourraient nous rejoindre. Donc, c'est pas un frein, en tout cas, à notre politique de recrutement de cette année. Alors, nous avons une question, effectivement, en visio, donc de Monsieur Claude Arroche. Je vois que son micro, normalement, je vois devant moi que son micro est activé, donc je lui passe la parole pour poser sa question. Claude Arroche, non masqué. Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. À quelques mois des élections présidentielles françaises, et face à un risque cyber de plus en plus affirmé, le logiciel Pegasus est encore dans toutes les mémoires, quelle solution peut apporter Wavestone à l'ensemble de l'écosystème électoral, partis politiques, candidats, instituts de sondage, médias? Merci. Merci pour Je passe. Qui répond? Pascal? Je dirais que Wavestone travaille pour beaucoup d'institutions publiques. Nous ne pouvons pas dévoiler les identités des institutions pour lesquelles nous travaillons. Généralement, nous avons ce qu'on appelle des NDA, des clauses de confidentialité qui nous amènent à ne même pas pouvoir divulguer quelles sont les institutions pour lesquelles nous travaillons en matière de cybersécurité. Donc, je vais faire une réponse très générale. La défense vis-à-vis de ce type de moyens, c'est avant tout de la préparation et de la mise en œuvre à la fois de technologies, mais également de procédures permettant de se prémunir contre finalement les failles qui peuvent donner matière aux attaquants et leur permettre de pénétrer à l'intérieur des systèmes. Et c'est ensuite un travail permanent de surveillance
permettant de détecter si des tentatives d'attaque sont en cours pour essayer de prémunir à chaud, se prémunir à chaud du succès de ces tentatives d'attaque et le cas échéant, si une attaque prospère, de ensuite mettre en place des mécanismes de gestion de crise qui vont permettre de contenir ces attaques, d'en limiter les effets, d'être capable de redémarrer le cas échéant les systèmes le plus rapidement possible. Cette gestion de crise faisant à la fois l'objet de travaux en amont pour que chacun sache parfaitement ce qu'il a à faire en cas de crise et également de répétition. À froid, avec des scénarios de crise sur lesquels nous entraînons les décideurs de nos clients, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'institutions, nous apprenons à gérer une crise et à réagir face à des scénarios de crise que nous élaborons et qui permettent de vérifier à chacun de comprendre comment se comporter dans ces situations qui sont bien entendu des situations imprévues et de stress extrême. Je ne vois plus de questions, si ce n'est de main levée. J'ai un écran devant moi qui me permet de voir les questions qui sont émises à distance. Je vois une seule main levée qui est Monsieur Claude Arroche, mais je ne sais pas si c'est ce qui reste de la question posée précédemment ou si Monsieur Claude Arroche veut poser une autre question. Non. Désolé, je... D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Très bien, merci. Bien, écoutez, donc nous avons... Ah, s'il y a une question dans la salle. Oui, Monsieur le Président, Guy Missonnier du Cercle Humania. Merci pour cette présentation qui est très intéressante. Comment, parmi l'ensemble des practices de chez Wavestone, peut-on énumérer le top 3 des practices? Et puis, côté cœur, comment se situe People and Change? S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non, Monsieur Missonnier, c'est une question extrêmement déloyale. C'est comme si vous me demandiez, parmi mes enfants, quel est celui que je préfère. Donc, je ne pourrais pas complètement répondre à cette question. Je dirais simplement que nos activités à l'international sont les activités finalement auxquelles nous apportons le plus d'attention parce qu'elles représentent le futur de Wavestone. Donc, nous passons beaucoup de temps à renforcer, développer. Elles sont l'objet de toute notre attention et de toute notre fierté, parce que nous sentons que nous sommes en train de passer un cap dans le développement de nos activités à l'international. Et la practice People and Change, qui chez Wavestone travaille sur à la fois des sujets de conduite du changement sur les grands programmes de transformation et sur les sujets d'accompagnement des DRH pour les aider à être plus efficaces dans leur mission. Cette practice a connu une année 2020 difficile. Les dépenses qui intervenaient chez nos clients dans ces domaines ont été soumises à de forts arbitrages et le rebond cette année est extrêmement notable, je dirais assez remarquable, et ça vient essentiellement de la nature des très grands projets de transformation sur lesquels nous travaillons, qui sollicitent énormément les expertises de People and Change pour accompagner le changement qui est inhérent à ces transformations. Et je dirais plus globalement, un des éléments tout à fait notables de cette période, c'est le fait que l'ensemble des activités de Wavestone, que ce soit en France à l'international, que ce soit les activités technologiques ou les activités de conseil en management, toutes sont en progrès. Et je dirais qu'on est passé dans une phase au début du redressement après la crise, où c'était avant tout les pratiques technologiques qui tiraient l'activité, à une phase dans laquelle maintenant on a un mouvement d'ensemble avec des progrès qui sont marqués dans l'ensemble des pratiques. Et c'est ça qui a été retraduit par la très forte progression du taux d'utilisation sur les 9 derniers mois, et particulièrement sur les 3 derniers mois, avec un taux d'utilisation que nous n'avions plus connu depuis longtemps, 78%. C'est quelque chose que nous n'avons plus connu depuis 2 ans ou un petit peu plus. Bien, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de... Ah, une question.
Bonjour, j'aurais une dernière question. Puisque maintenant, quand le président Macron a été plus ou moins espionné sur son portable, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une parade parce que du moment que les présidents sont espionnés, mais est-ce que les particuliers peuvent être espionnés? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, les scénarios mis en œuvre et les technologies mises en œuvre dans le cadre de Pegasus montrent que toutes les smartphones sont extrêmement vulnérables à des attaques de ce type-là. Ils sont d'autant plus vulnérables que jusqu'à présent, les smartphones n'avaient pas fait l'objet d'autant d'attaques que les outils informatiques traditionnels. Donc, ils sont moins bien défendus. Et donc, ce sont des outils qui sont particulièrement vulnérables et sur lesquels il y a des informations sensibles. Donc, on peut imaginer que dans les mois qui viennent, on voit proliférer des attaques à destination ciblant plus particulièrement les smartphones. Il y aura des parades, il y aura de plus en plus des logiciels permettant de durcir, de protéger les smartphones, particulièrement dans des environnements professionnels, particulièrement en entreprise, avec ensuite, mais c'est l'histoire éternelle de la cybersécurité, un compromis à trouver entre la facilité d'utilisation, l'expérience utilisateur et le niveau de sécurité. Comme vous le savez, en ce qui concerne les membres du gouvernement ou les hauts fonctionnaires, ils disposent aujourd'hui de téléphones qui sont des téléphones chiffrés, qui présentent un très haut niveau de sécurité, mais qui par contre, malheureusement, sont lourds, n'ont pas la même expérience utilisateur que des téléphones, des iPhones ou des téléphones Android. Et donc, ces téléphones ne sont pas utilisés systématiquement par ces personnalités. On leur demande pour autant de concentrer sur ces téléphones chiffrés les informations les plus sensibles qu'ils sont amenés à manipuler. Vous n'avez pas sollicité de PGE, mais vous avez bénéficié de primes de non-activité que vous proposez d'ailleurs de rembourser. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ça. Donc, si cette Assemblée vote le remboursement de ces primes, au total, Wavestone n'aurait eu recours à aucune aide publique pour traverser cette crise. Très. Bonjour, Bastien Goubin d'Amiral Gestion. Une petite question peut-être sur le taux journalier moyen au T1. Il est stable par rapport à l'exercice. Là, il y a un contexte de demande assez fort. Vous le dites, ce métier du conseil, peut-être comment est-ce qu'on peut interpréter cette stabilité? Est-ce qu'il y a peut-être une hétérogénéité en fonction des practices ou des projets que vous délivrez? Et après, une dernière question sur... vous aviez 4 ans, vous aviez noué un partenariat avec le cabinet de conseil BIP en Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avec quelques années de recul et comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Merci. Je te laisse BIP. Donc sur la partie TJM, je dirais que vous avez raison, la dynamique du marché nous donne quelques leviers pour finalement asseoir notre scénario, qui est un scénario pour l'ensemble de l'année, qui est de stabiliser nos prix de vente. Donc vous savez qu'au cours de l'année, on a eu une perte de 4% sur l'année précédente, 2021. On a eu une baisse de 4%, donc assez importante dans un marché très chahuté. On a entamé la stabilité de ces prix. La bonne tenue de l'environnement économique nous donne des leviers, on va dire, rééquilibre la relation client-fournisseur et nous permet d'être confiants dans notre scénario de stabilité, voire de considérer que nous avons quelques leviers pour faire peut-être un petit peu mieux que cette stabilité. C'est ce que montre ce premier trimestre, qui confirme le fait que c'est déjà ce qu'on ressentait au dernier trimestre de l'exercice précédent. Ce trimestre confirme cette stabilité. À nous de travailler pour bien l'ancrer, voire aller chercher un petit peu plus au cours de l'année. Et en ce qui concerne BIP,
C'est un partenariat qui a été utile, en particulier pour finalement renforcer nos positions vis-à-vis de certains clients qui avaient des activités dans le sud de l'Europe ou en Amérique du Sud. Il n'a pas donné lieu à une activité très forte. Je dirais que ça a été plus un partenariat d'affichage à ce jour qu'un partenariat générant des flux financiers importants, mais ça s'est avéré précieux dans le cadre du gain de certaines opérations. Donc, je dirais un retour positif, mais pas enthousiaste sur le partenariat avec BIP. La relation est toujours suivie. On a des comités de suivi réguliers avec BIP. BIP marche très bien. C'est bien développé ces dernières années, donc ça rend le partenariat d'autant plus précieux. On verra si dans le futur, il y a matière à être activé un peu plus ce partenariat. J'en profite pour signaler un autre partenariat qui, lui, est plus actif avec Cuperior, qu'on a conclu plus récemment en Allemagne, avec un cabinet donc, qui intervient à la fois en Allemagne, mais également dans l'Est de l'Europe. Et il se trouve que ce partenariat est plus actif, puisque là, il y a un certain nombre d'opérations qui se déroulent toujours aujourd'hui pour des clients, par exemple chez l'Esprit Sanofi, dans le cadre d'une opération importante. PSA. Et je dirais d'ailleurs, nous recevons demain le management de Cuperior à Paris pour faire un petit tour des popotes et essayer de continuer à être encore plus proactifs dans les opportunités que nous pouvons nous apporter mutuellement. Donc là, je dirais, sans doute en raison des zones géographiques et de l'actualité de nos clients en ce moment, un partenariat plus actif et à court terme plus prometteur que celui que nous continuons à avoir avec BIP. Bien, écoutez, donc je ne vois pas de questions effectivement qui nous arrivent. Nous allons donc conclure cette partie questions et passer donc au vote des résolutions. Alors déjà, je vais dire qu'effectivement, on n'a pas eu de demande d'inscription de points ou de projet de résolution de la part d'actionnaires. Et on m'a par ailleurs transmis donc la feuille de présence définitive, donc pas énormément de changements. En fait, 9 actionnaires supplémentaires, ça ne change pas effectivement le niveau du quorum qui reste légèrement supérieur à 82%. Donc, ce qui confirme effectivement la validité des votes que nous allons maintenant faire. Donc, vous avez dans la salle, effectivement, chacun un boîtier. On va peut-être vous réexprimer un petit peu le fonctionnement des boîtiers et puis ensuite passer au vote. Donc, je passe la parole à Olivia Guéguen pour cette partie du vote. Bonjour. Alors, vous avez chacun un boîtier. On va vous rappeler comment fonctionne le boîtier. Comme en 2019, il s'agit d'un système de vote électronique. Donc, on va, je crois, vous afficher d'abord une vidéo pour expliciter le fonctionnement du boîtier. À l'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches verte, jaune et rouge. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision,
Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle. Mesdames et messieurs. Donc, on va maintenant effectuer un test, si vous le voulez bien. Donc, il y a effectivement 3 touches. La touche pour si vous êtes favorable, la touche contre pour un vote non favorable et la touche abstention. Donc, une première question test. Donc, la résolution a pour objet de confirmer la tenue du cocktail à l'issue de l'Assemblée générale. Donc, le vote est ouvert. Je connaissais pas celle-là. Excellent. Le vote est clos et la résolution est approuvée. Donc, voilà, la résolution est approuvée. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de cocktail, effectivement. Ok, donc on va pouvoir passer au vote de la première résolution. Donc, la première résolution a pour objet d'approuver les comptes sociaux de l'exercice 2020-2021 qui se soldent par un bénéfice net de 20 749 249 €. Le vote est ouvert. Donc, le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. La deuxième résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2020-2021. Alors, du coup, la résolution est approuvée à la majorité. Donc, troisième résolution qui a pour objet d'approuver la distribution d'un dividende de 23 centimes d'euros par action, dividende qui serait mis en paiement le 5 août 2021. Le vote est ouvert. Donc, le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Quatrième résolution, résolution qui a pour objet de prendre acte qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue pour l'exercice 2020-2021 et de prendre acte des informations relatives à la convention antérieurement approuvée. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Cinquième résolution, résolution qui a pour objet de nommer Madame Marlène Ribeiro en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée statutaire de 4 ans. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Sixième résolution, résolution qui a pour objet de nommer Madame Véronique Beaumont en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée statutaire de 4 ans. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Alors, septième résolution, résolution qui a pour objet d'approuver les informations relatives aux rémunérations versées ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à chaque mandataire social. Le vote est ouvert. Alors, le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Huitième résolution, donc vote ex post. Cette résolution a pour objet d'approuver les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Pascal Imbert à raison de son mandat de président du directoire. Le vote est ouvert.
Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 9e résolution, toujours le vote ex post, résolution qui a pour objet d'approuver les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Patrick Irigoyen à raison de son mandat de membre du directoire, directeur général. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 10e résolution, résolution qui a pour objet d'approuver les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à Monsieur Michel Dancoine, à raison de son mandat de président du conseil de surveillance. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 11e résolution qui a pour objet de fixer à 176 000 € le montant global annuel des sommes allouées aux membres du conseil de surveillance à compter de l'exercice 2021-2022. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 12e résolution, vote ex ante, résolution qui a pour objet d'approuver les éléments de la politique de rémunération de M. Pascal Imbert à raison de son mandat de président du directoire et au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2021. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 13e résolution qui a pour objet d'approuver les éléments de la politique de rémunération de M. Patrick Irigoyen à raison de son mandat de membre du directoire, directeur général au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2021. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 14e résolution qui a pour objet d'approuver les éléments de la politique de rémunération des membres du conseil de surveillance et de son président au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2021. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 15e résolution qui a pour objet d'approuver le remboursement par les sociétés du groupe Wavestone des aides perçues dans le cadre du dispositif d'activité partielle. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 16e résolution qui a pour objet d'autoriser le directoire à intervenir sur les actions de la société. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Donc ensuite, on passe à la partie extraordinaire de l'Assemblée. 17e résolution qui a pour objet d'autoriser le directoire à annuler des actions acquises par la société et réduire corrélativement le capital social. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité.
18e résolution, résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Alors, 19e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 20e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel souscription dans le cadre d'un placement privé. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 21e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, et ce, dans la limite de 15% de l'émission initiale. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Donc, 22e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public, dans la limite de 15% de l'émission initiale. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 23e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé et dans la limite de 15% de l'émission initiale. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 24e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance dans la limite de 10%, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société en dehors d'une OPE. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 25e résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance dans la limite de 10%, sans droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, et ce, dans le cadre d'une OPE initiée par la société. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité.
Alors, 26e résolution, il est précisé que le directoire appelle à voter contre cette 26e résolution. C'est une résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour augmenter le capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérant à un PE et aux mandataires sociaux éligibles au dit PE. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est rejetée. 27e résolution qui a pour objet de fixer à 30% du capital le montant maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des résolutions 18 à 26 et de fixer à 40 millions d'euros le montant maximal des titres de créances susceptibles d'être émis en vertu des résolutions 18 à 25. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 28e résolution, résolution qui a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour augmenter le capital social de la société par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission ou d'apport, dans la limite d'un montant de 400 000 euros. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. 29e résolution, résolution qui a pour objet de modifier l'article 18 des statuts de la société relatif à la nomination d'un membre du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires de la société. Le vote est ouvert. Donc le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Alors, 30e résolution, il s'agit d'une résolution sur laquelle que le directoire appelle à rejeter. C'est une résolution qui a pour objet de modifier l'article 18 des statuts de la société relatif à l'élection par les salariés d'un salarié membre du conseil de surveillance en application des articles L225, 71, 225, 79 et L2210-22 du Code de commerce. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est rejetée à la majorité. Et enfin, 31e résolution, résolution qui a pour objet de permettre l'accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée générale. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité. Très bien, écoutez, nous arrivons effectivement à la conclusion de cette Assemblée générale. Donc les votes ont été réalisés. Je vous remercie effectivement pour votre participation, que ce soit effectivement physiquement présent dans cette salle ou à distance. Merci pour votre participation et pour les personnes qui sont présentes. Je vous propose que nous nous retrouvions autour du buffet et je salue également les personnes à distance et j'espère qu'elles pourront effectivement participer physiquement à notre prochaine Assemblée générale et je vous invite effectivement à tous nous réunir à nouveau dans un an. Merci beaucoup.